Plop All, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui abordera le paramétrage de OBS Studio. Vous remarquerez que cette vidéo est la première d'une série qui abordera tous les points dans OBS Studio, comme par exemple la qualité de votre stream, l'importance des kbps sur la qualité du stream, mais aussi sur le nombre de personnes qui peuvent vous regarder en stream, la qualité de votre webcam et l'importance de la lumière pour elle, et nous aurons tout un pan qui s'orientera vers l'audio dans OBS Studio, que ça soit les lignes audio virtuelles, le setup d'un single PC ou d'un double PC, et bien d'autres choses. Alors pour ceux qui me le demandent, oui, je vais faire une vidéo pour Streamlabs OBS, mais c'est sensiblement la même chose entre Streamlabs OBS et OBS Studio, car après tout, Streamlabs OBS utilise OBS Studio. Mais ils aiment bien rajouter quelques bugs, comme par exemple si vous remplissez l'intégralité des lignes audio disponibles, vous avez une ligne audio qui ne fonctionne pas ou qui n'a pas d'affichage. Streamlabs OBS consomme un peu plus aussi que OBS Studio, alors je suis pas du genre à dire non plus que Streamlabs OBS consomme 2 fois plus que OBS Studio, ça c'est faux. Mais par contre, il y a bien une différence de consommation au niveau des deux, mais c'est surtout parce que Streamlabs OBS veut se rendre beaucoup plus friendly par rapport aux nouveaux utilisateurs. Donc au final, ça reste bien exactement la même chose pour l'un que pour l'autre. Tout d'abord, il faut savoir que OBS Studio, ce n'est pas uniquement un logiciel de streaming, c'est aussi un logiciel de record et c'est un logiciel qui peut faire du replay, donc des clips lorsque vous êtes en stream. Des clips pour vous, bien sûr, pas des clips qui sont directement postés sur Twitch. Alors, je vous laisse aller télécharger l'installeur de OBS sur leur site. On arrive ici une fois l'installation faite. On va sélectionner, je n'utiliserai que la caméra virtuelle. On ne veut pas que OBS Studio setup lui-même certains paramètres. Voilà. Suivant, appliquer les paramètres. Et là, nous avons un OBS Studio tout propre. On va commencer directement par ces paramètres. Alors, général, moi, ce que je vous conseille, c'est directement afficher une boîte de dialogue de confirmation au démarrage du stream et à l'arrêt du stream. Comme ça, vous n'êtes pas pris au dépourvu si vous lancez ou vous arrêtez votre stream. Parce que ça vous demande une confirmation et vous devez recliquer sur oui pour dire que oui, je veux bien arrêter le stream ou oui, je veux bien démarrer mon stream. Ça évite les misclics. Ensuite, nous passons dans Stream Flux. Là, ce que je vous conseille, c'est de ne plus passer par votre clé de stream et de bien lier votre compte. Car, tout simplement, ça fait apparaître votre chat sur OBS Studio. Voilà, on se connecte, je vais vous passer l'identifiant, etc., etc. Le jeton. Et voilà, on se connecte ici, et dès qu'on va appliquer, ça va nous faire apparaître notre chat. Appliquons. Et voilà, vous avez votre chat qui apparaît, vous pouvez accepter les cookies, et accepter les cookies ici d'information de diffusion. Alors là, je vais plutôt le mettre par rapport à moi, mon utilisation. Il faut savoir que j'ai un écran qui est vertical ici, à ma gauche, et donc du coup forcément, je mets mon OBS dessus, et j'ai mon OBS en vertical pour pouvoir avoir mon chat en plus grand en fait, tout simplement. Et donc du coup, on glisse son chat. Voilà, et alors les informations de diffusion, moi j'aime bien le mettre au niveau des commandes, comme ça, ça se stack l'un par rapport à l'autre, et je peux switch entre les deux, ça me fait gagner une place. À ce moment-là, il vous manque une chose, ce sont les événements qui se passent sur votre Twitch. Vous avez juste à ajouter un nouveau doc, vous allez dans Afficher, doc internet personnalisé, vous pouvez le nommer comme vous voulez, moi je vais l'appeler Event, et comme URL, vous mettez celle que vous retrouverez dans la description. On applique. On se connecte à Twitch, on accepte les cookies, on met les identifiants, et voilà, on applique, on ferme, on peut double-clic, hop là, et on le met où on veut. Moi, c'est ma configuration parce que ça va sur l'écran de gauche qui est tout en longueur, et donc ça rend bien, mais faites votre propre configuration personnalisée. Ok, repartons du coup dans nos paramètres. Alors, nous avons quasiment fini avec le stream flux. La seule chose que je conseille, c'est de cocher le ignorer les paramètres recommandés du service de streaming. Pourquoi me demanderez-vous? Car tout simplement, si vous avez envie, la limite maximale de Twitch, ce n'est pas 6000, c'est 8000 kps. Ensuite, nous arrivons dans sortie. Première chose qu'on va faire, c'est se passer en avancée. Dans cette vidéo, on ne va s'orienter que sur les paramètres basiques de OBS. Plus tard, je vais sortir une vidéo qui abordera tout ce qui est ligne audio virtuelle. Ça nous permettra en même temps d'utiliser les pistes VOD de Twitch pour par exemple retirer votre musique sur votre VOD. Alors reprenons. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser uniquement dans les paramètres basiques de OBS. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'attarder pour le moment sur tout ce qui est audio. Ce sera une autre vidéo qui s'occupera de ça. Dans un premier temps, on va s'intéresser au simple PC et puis plus tard dans cette vidéo, on abordera tout ce qui est double PC. Comme nous sommes en simple PC, nous allons décider de stream sur la carte graphique. Pour la simple et bonne raison que si vous décidez de live sur votre Proco en simple PC, vous allez ressentir énormément de freeze ou de baisse de FPS quand vous jouerez.
C'est aussi simple que ça. Donc, on se passe sur Nvidia NVENC. Pour les personnes qui ont une carte graphique AMD, j'ai malheureusement pas de PC à disposition avec une telle carte graphique pour le moment. Donc du coup, on va se concentrer sur Nvidia actuellement. Mais c'est sensiblement la même chose entre les deux, si ce n'est qu'il y a une option à absolument cocher dans AMD, c'est le remplissage automatique du bitrate. Car si vous ne cochez pas ça, vos records ou votre stream va sentir que quand il n'a pas besoin d'autant de KPS, il va diminuer. Sauf que le problème, c'est que ça nique totalement la qualité, que ce soit du record ou du stream. Alors, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est savoir que vaut votre connexion. Pour cela, on va se rendre sur Speedtest qui va nous permettre de tester votre connexion. Vous lancez le test et vous attendez patiemment qu'il se finisse. Voilà, mon test vient de se finir. Alors on peut voir qu'en descendant, j'ai 404 Mbps et en ascendant, j'ai 21 Mbps. Il faut savoir que 1 Mbps est égal à 1000 kps. Donc en descendant, j'ai 404 000 de téléchargement. En ascendant, donc en upload, j'ai 20 000 de disponibles. Quel est l'intérêt du coup de savoir ça? C'est-à-dire que comme ça, vous saurez jusqu'à quel débit vous pouvez monter. Je vous conseille toujours de retirer 500 kps à votre maximum parce que si vous envoyez tout votre upload au live, dans vos jeux, ça risque quand même de faire chier quoi. Une fois que vous avez vos bitrates maximum auxquels vous pouvez monter, on va s'intéresser à la mise à l'échelle pour la sortie. Il faut savoir que plus vous allez augmenter en résolution, plus ça va vous demander du bitrate. Plus vous mettez de bitrate, moins il y a de gens qui peuvent vous regarder. Vous vous souvenez de l'ascendant et du descendant. Le descendant, c'est donc mon téléchargement. Si par exemple, j'ai 3 en téléchargement, 3 Mbps, j'ai donc 3000. Si le mec live en 4500, le problème, c'est que s'il n'est pas partenaire et qu'il n'a pas le multi-qualité, je ne peux pas descendre la qualité. Je suis donc obligé de le regarder en source. Et en source, s'il met du 4500 et que moi j'ai 3000 uniquement, ben son live va juste full freeze chez moi et ma connexion va devoir redel et ça va être inregardable. Car la personne doit télécharger ce que vous uploadez sur Twitch, donc les 4500. Donc plus vous montez vos bitrates, moins il y a de gens qui peuvent vous regarder. Et ça, c'est juste de la logique. Certaines personnes n'ont pas d'assez de bonne connexion et ça serait, à mes yeux, totalement idiot de privilégier absolument la qualité plutôt que le nombre de personnes qui peuvent vous regarder. Car je pense que si vous êtes sur Twitch, c'est quand même pour partager du moment avec du monde. Et si, de base, vous vous niquez tout seul en limitant le nombre de personnes qui peuvent vous regarder, c'est que vous ne portez peut-être pas assez d'importance à la communauté. Et si vous êtes sur Twitch, c'est à mon avis pour passer du temps avec des gens, échanger avec des gens. Et si, de base, vous niquez tout seul en limitant votre audience, je pense que vous partez du mauvais pied. Au niveau du coup de la mise à l'échelle, nous en étions à la résolution. La résolution, personnellement, si vous êtes partenaire, vous pouvez mettre ce que vous voulez quasiment. Si vous avez la connexion qui suit, vous pouvez mettre du 1920, 1080, vous pouvez mettre du 1280, 720, etc. Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme résolution, tant que vous avez le upload nécessaire. Je vous conseille d'aller sur Twitch Streamer, du coup, le encoding, qui sont la recommandation de Twitch pour ce qui est en upload. Vous pouvez voir par exemple que 1080p 60 fps, il recommande du 6000. Pour de la 1080p 60 fps, 6000, c'est pas du tout assez. C'est pas du tout assez, ça pixelise beaucoup. Dans les jeux vidéo, bien sûr. Twitch indique donc que 6000 kbps est le maximum pour sa plateforme. Sauf qu'en réalité, le maximum en lançant avec OBS, c'est 8000. Ce n'est pas 6000. Donc vous pouvez toujours mettre 8000 en upload si vous avez le transcoding. Pour ceux qui n'ont pas le multi-qualité, vraiment, je ne vous conseille pas du tout de monter aussi haut. Beaucoup de gens ne pourront pas vous regarder et ça serait vraiment dommage. Du coup, 1080p 60 fps, 6000, pour moi ce n'est pas du tout assez. Même 8000, c'est pas assez au final. Il faudrait au minimum du 10 000 pour avoir de la 1080p vraiment propre. Au-dessus de 8000, de toute façon, votre OBS va vous dire « je me lance pas. Je lance pas le stream, j'en veux pas ». Pour du 6000, moi je vous recommande plutôt de faire de la 900p. Pour du jeu vidéo, bien sûr. Maintenant, tout ça c'était pour les personnes qui sont partenaires. Pour les personnes lambda, comme par exemple moi, si nous mettons 6000, 8000 et que nous n'avons pas le multi-qualité, alors on encule totalement notre audience. Quelle est la solution à ça? Forcément, ça va être baisser en résolution. Parce que plus vous allez baisser en résolution, moins vous allez avoir besoin de KPS. Pour moi, si vous avez vraiment envie de partager avec des gens, le plus important au final, même si la qualité de stream est importante, le plus important dans un stream, vraiment le plus important dans un stream, c'est ne pas avoir un micro de merde
La qualité 720p, les gens peuvent s'en contenter au début. N'oubliez pas aussi que beaucoup de gens commencent à regarder Twitch sur leur téléphone. Si vous avez une personnalité et qu'ils accrochent à vous, la qualité ça deviendra vite secondaire pour vous. Ils viendront pour la communauté et pour l'ambiance qu'il y a sur le stream. Voilà pourquoi moi je recommande de se mettre en 720p 60 fps. Vous allez me dire mais what the fuck, pourquoi le mec pourquoi il dit de live en 720p frère, je vais pas non plus mettre du 360p à avoir un live qui est totalement éclaté au niveau qualité, les gens vont jamais venir voir ça. Oui, bien sûr. Sauf que si vous mettez de la 1080p ou même de la 900p, vous allez avoir besoin d'un débit assez conséquent pour ne pas avoir de pixelisation dans tous les sens. Ou bien vous full pixelisez, vous en battez les couilles. Et un plus gros débit engendre forcément une audience potentielle plus basse. Enfin voilà quoi, je trouve ça vraiment pas dingue. Après pour les personnes qui n'ont pas une assez bonne co ou des personnes qui veulent augmenter encore plus leur audience, si vous mettez du 30 fps, forcément vous allez augmenter votre potentiel audience. Parce que vous demandez moins de débit, vous mettez moins de débit, du coup 3000 ce sera bon. Alors moi personnellement je mets du 60 fps parce que je trouve qu'en 30 fps c'est pas assez fluide, etc. Mais si vous avez envie de maximiser vos chances d'audience, c'est tout à fait possible de mettre du 30 fps à ce moment-là et pas du 60. Et à ce moment-là, vous pouvez descendre plus bas vos KPS et augmenter votre potentiel audience. Car les personnes avec une moins bonne connexion encore que 4500, donc que 4,5, pourront vous regarder. Et pour les gens à qui ça viendrait l'idée du coup de dire alors du coup la solution c'est hyper facile, tu mets de la 1080 et tu mets que 1000 par exemple en upload et genre là du coup les gens ils peuvent te regarder et ils ont une bonne résolution. Sauf que non, quand vous mettez une résolution il y a un minimum de bitrate à avoir, sinon si vous mettez trop bas, dès que vous allez faire un petit mouvement sur votre écran, ça va pixeliser dans tous les sens. Pour résumer, soit vous décidez de privilégier la qualité tout en sachant pertinemment que vous réduisez votre potentiel audience, ou bien soit vous décidez de baisser votre résolution. C'est comme ça que ça marche sur Twitch. Ou bien vous êtes partenaire et vous vous en battez totalement les couilles. Concernant le contrôle du débit, quand vous faites du live, vous utilisez toujours le CBR, du constant bitrate. Ça va garder votre débit stable. Si jamais vous uploadez du 4500 par exemple, ça restera du 4500 tout le temps. C'est-à-dire que ça va pas commencer à varier, etc. Pour le stream, il faut rester absolument en CBR. Pour l'enregistrement, même chose au final. Vous pouvez tester de jouer avec le VBR, mais en gros, le principe du VBR, c'est que vous mettez un débit minimum et un débit maximum, et OBS est censé faire la jonction tout seul à quel moment il a besoin de plus de débit, à quel moment il a besoin de moins pour réduire la taille des fichiers. Sauf que c'est pas forcément très utile. C'est pour ça que moi je conseille plutôt de tout le temps rester en CBR. Pour les personnes désirant améliorer la qualité de leur enregistrement, il existe le contrôle de débit CQP. Il y a quand même une énorme différence de qualité entre lui et le CBR. Par contre, ça utilise énormément de performance, surtout si vous le mettez pour une très bonne qualité. Alors le principe du CQP, c'est que ça va de 0 jusqu'à 30. Si vous mettez 30, ça va être méga moche. Et si vous mettez 0, en principe, ça va être le plus beau. Mais dépasser un certain nombre, on va dire 13, 14, on n'est plus censé voir la différence. Donc, si vous voulez faire que du record et avoir une énorme qualité sur votre record, CQP, vous pouvez tester de mettre 18 et de diminuer petit à petit jusqu'au moment où vous avez la qualité qui vous convient. Par contre, ça va faire des fichiers énormes au niveau de la taille, donc soyez sûr d'avoir un stockage assez conséquent. Pour les personnes essayant de stream et de record en même temps sur la carte graphique, faites vraiment très attention à l'utilisation de celle-ci et ne pas mettre un encodage qui est beaucoup trop élevé en enregistrement, car alors votre stream risque d'avoir des problèmes et vos records aussi. Mais le point important, c'est de ne jamais stream en CQP. Ça, c'est à exclure. Alors au niveau du pré-réglage, qualité maximum, qualité, performance maximale, ça n'a pas énormément de différence. C'est pour avoir testé, ça n'a pas énormément de différence. Par acquis de conscience, je mets toujours qualité avec faible latence, mais ça n'a pas vraiment d'énormes incidences sur la qualité. Et l'autre différence notable au final est que certains des pré-réglages ne vont pas utiliser les B-frames plus tard.
Mais si vous n'avez pas une carte graphique beaucoup trop ancienne, elle est censée tenir le qualité maximale ou le qualité avec faible latence sans aucun problème. Même si au final votre latence va surtout dépendre du serveur sur lequel vous allez envoyer vos informations de stream. Moi par exemple, d'habitude je suis sur Netherlands, Amsterdam. Si par exemple vous choisissez un serveur qui est aux États-Unis, alors que comme moi vous êtes en Belgique, bah forcément vous allez avoir une latence de malade parce qu'il faut envoyer les informations jusqu'aux États-Unis et seulement ça apparaît. C'est pour ça qu'en principe vous prenez le serveur qui est le plus proche de chez vous mais qui a le moins de problèmes. Moi pour tous les tests que j'avais fait au niveau de stabilité, c'était surtout Netherlands, Amsterdam que j'avais à choisir. Pour le reste des paramètres, je n'ai jamais vu une quelconque incidence sur la qualité, si ce n'est le profil bien le mettre en high, à moins que vous vouliez live pour des vieux PC de il y a 10 ans ou des téléphones qui n'arrivent pas à charger. Twitch, prédiction, amélioration psychovisuelle, même chose. Je n'ai jamais vu de différence significative qui justifie le fait de les activer. Les GPU, pour le coup, c'est si vous avez plusieurs cartes graphiques. Donc si jamais vous avez deux cartes graphiques dans votre PC et que vous décidez d'envoyer OBS sur la deuxième carte graphique pour laisser la première totalement libre pour le jeu, c'est possible. Je vous préviens par contre que parfois ça peut amener de la latence. Donc du coup, c'est pas forcément worth de faire ça, mais c'est possible. Il suffit juste de mettre 1, parce que 0 est égal à la carte graphique de base, et 1 est égal à la seconde carte graphique, 2 sera égal à la troisième, 3 sera égal à la quatrième, etc., etc. Mais je ne pense pas que vous ayez prévu de live sur un rig. Et le nombre de biframes, peu importe les changements, etc., je n'ai jamais vu de grosse différence non plus, donc autant le laisser de base à 2. Mais ça peut aussi être une piste à creuser. Je n'ai pas la prétention de dire que je connais absolument tout dans OBS. Pour les doubles PC, par contre, vous pouvez choisir du coup l'encodeur X264. Vu que le processeur de votre PC de stream n'est absolument pas utilisé, autant live dessus. Ça a une meilleure qualité en X264 qu'en H.264. Bien sûr, il faut rester logique aussi. Si vous avez un Proco basique du style un 4.4 et à côté vous avez une énorme du 1070, ben je vous conseille forcément de live sur la carte graphique du PC de stream. Faut trouver un juste milieu. Si votre autre PC c'est un ancien PC que vous réutilisez comme second PC, il n'est pas forcément optimisé pour faire de l'encodage OBS dessus au niveau du Proco. Bien sûr ça c'est au cas par cas. Je vais mettre en description le lien vers mon Discord où vous pourrez poser certaines questions, etc. parce que chaque config est bien sûr unique l'une par rapport à l'autre et suivant telle ou telle config, je vais soit recommander de live sur la carte graphique ou bien soit de recommander de live sur le processeur en double PC. Au niveau de la mise à l'échelle, etc., n'hésitez pas à écouter la partie du single PC où là vous aurez toutes les explications de mise à l'échelle pour la sortie, le débit, etc., etc. Je ne vais pas reprendre absolument tout ce que j'ai dit plus tôt. Pour les pré-réglages, tout cela va dépendre de votre Proco et de son refroidissement. Pour le coup, Ultrafast sera méga moche et Placebo sera en principe le plus beau. Sauf que dépasser Medium sur par exemple un 2700X avec un water cooling dessus, slow ça passe pas. Medium ça ne passe pas tout le temps, c'est-à-dire que parfois ça met encoding en surcharge malgré que j'ai un water cooling et un overclocking sur le Proco, etc., etc. Pour les personnes qui ont un gros processeur avec un bon refroidissement, je vous conseille de vous mettre en fast. Pour les autres, vous allez devoir faire des tests. Vous allez devoir sélectionner votre pré-réglage, fast, faster, very fast, et voir si jamais votre second PC est capable de tenir cet encodage. Ça va être très simple parce que quand vous allez du coup jouer et en même temps, vous pourrez voir sur l'autre PC, si jamais vous faites des énormes mouvements, etc. S'il met encodage en surcharge, ça veut dire qu'il ne tient pas le profil. Donc, il faut diminuer à ce moment-là, ou peut-être faire de l'OC, si jamais ça ne vient pas des températures, peut-être faire de l'overclocking pour augmenter les perfs du Proco et voir s'il est capable de tenir à ce moment-là. Je me souviens aussi du Threadripper de Xaware qui lui on a dû le downclock carrément pour réduire ses températures et qu'il tienne le stream, car c'est pas parce que un Proco a 64 cœurs qu'il va mieux tenir OBS qu'un 8 cœurs. En réalité, au-dessus de 8 cœurs, ça devient un peu useless. Hein. À mes yeux, ça devient totalement useless pour du live. De toute façon,
au-dessus de médium, ça devient tout aussi useless car on ne voit plus vraiment la différence entre le pré-réglage médium et plus haut. En tout cas, pas sur de la 1080p. Donc, c'est à vous de faire tous vos tests afin de voir ce qu'il est possible de faire avec votre PC et ce qu'il est possible de faire avec votre Proco. Ce que je vous conseille, c'est de commencer à very fast, de tester. Aucun problème, vas-y, je passe à faster. Aucun problème, vas-y, je passe à fast. Aucun problème, vas-y, je passe à medium. Ah merde, medium de temps en temps ça fait chier. Vas-y, je retourne sur fast. Et voilà, c'est comme ça que vous connaîtrez la limite de votre processeur. Mais faites attention à vos températures. Et faut pas vous étonner que si jamais vous mettiez trop haut, que votre PC crache. C'est tout à fait possible. Alors, on va mettre fast. Le profil, on peut mettre high. Et le réglage fin, on peut mettre du 0 latency pour, en principe, réduire encore plus la latence entre le serveur sur lequel vous envoyez vos informations de live et votre PC. Mais encore une fois, le plus important, ça reste de bien choisir son serveur et non pas forcément le réglage fin. Ça augmente aussi l'utilisation de votre processeur, de pas beaucoup, hein. C'est à voir si jamais vous avez envie de tester le 0 latency ou de mettre aucun. Je vous avoue que je ne les ai pas tous testés et que je n'ai jamais vu une énorme différence à ce niveau-là. Les options X264, je n'ai jamais encore fait de recherche dessus. Il y a peut-être des choses aussi à creuser là-dessus, mais vous avez déjà toutes les informations pour avoir une bonne qualité de live, suivant votre upload. Alors maintenant nous allons dans enregistrement. Et enregistrement, d'abord nous pouvons définir l'endroit où sortira les vidéos que vous aurez enregistrées. Moi pour le coup, j'ai mon disque dur D qui est là pour ça. Voilà, je sélectionne mon dossier record. Je définis mon format d'enregistrement. Personnellement, je préfère toujours record en MP4 parce que j'ai l'habitude de ce format. Et alors, au niveau de l'encodeur, on peut pour le coup mettre autre chose. Que vous soyez en double PC ou en simple PC, là je vous conseille tous d'enregistrer sur votre carte graphique. Sauf bien sûr si vous ne faites qu'enregistrer. À ce moment-là, vous pouvez faire la même chose, ce sera les mêmes paramètres, mais du côté X264. Ici du coup, au niveau de la mise à l'échelle, on ne va pas la cocher. Pourquoi ? Parce que plus tard, quand on ira dans vidéo, on va setup le fait que ça sorte en 1920-1080. Et pourquoi du coup dans streaming on a coché 1280 x 720 ? C'est que tout simplement votre stream sortira en 720p et pour autant si vous enregistrez en même temps, ça sera de la 1080p. Alors au niveau du CBR, là vous pouvez vous rendre sur les débits de YouTube. Parce que si vous enregistrez, j'imagine que c'est pour poster sur YouTube. Alors, pour cela, on peut voir ici, ça sera de nouveau en description, les réponses de YouTube par rapport au débit qu'il demande nécessaire, par rapport aux différentes résolutions possibles. Vous pouvez voir que de la 1080p, au final, ça ne demande jamais énormément plus que du 15000 kbps. J'ai déjà réalisé des tests prouvant à d'autres personnes que, au final, on voit vraiment pas la diff entre une vidéo record à 40 000 et une vidéo record à 15 000. Lorsqu'elles sont re-rendues dans Sony Vegas par exemple, et après upload sur YouTube. De toute façon, YouTube s'en bat les couilles. Une fois que vous avez upload votre vidéo, même si elle a 40 000, c'est une 1080p 40 000 ou une 1080p 15 000, il va s'en battre les couilles. Il va la compresser à 15 000 si elle est en 60 fps. Maintenant, la différence de record par exemple en 1080p 40 000, c'est si vous avez envie de brain YouTube, parce que c'est possible. Vous pouvez largement record à 40 000, enregistrer votre vidéo, la monter et la sortir en 4K. Et ce que ça va permettre, pour les personnes qui auront des écrans 4K, ça va être méga moche, parce que c'est de la fausse 4K. Le principe, ça va être que, grâce à ça, les personnes qui vont aller sur YouTube vont avoir la possibilité de regarder en 4K. Sauf que du coup, ça sera de la 1080p, de la fausse 4K. Sauf que ce que ça permet, c'est que la 1080p aura du coup son débit à 40 000 et plus à 15 000. Parce que le fichier en question, il est recensé comme étant de la 4K. Donc du coup, le débit se unlock pour de la 4K. Et donc du coup, 40 000, 50 000, 60 000, ça peut monter jusqu'à 85 000. Donc, vous pouvez, grâce à ça, faire de la fausse 4K et avoir des débits qui sont totalement débridés pour votre 1080p. Par contre, les gens qui auront un écran 4K qui vont regarder vos vidéos, ils vont faire « What the fuck, elle est méga moche sa 4K » et ils auront raison, forcément c'est de la 1080p. Donc voilà, c'est ce qui est possible. Alors, reprenons. Par exemple, vous voulez avoir de la très bonne qualité sur vos records, allez, on va mettre 40 000.
vous pouvez monter plus. Au pré-réglage, vous pouvez mettre qualité maximale, qualité. Vraiment, sur la carte graphique, j'ai jamais vu énormément de différence à ce niveau-là. Le profil high, on désactive les deux autres, les améliorations visuelles. Même chose pour GPU, on en avait déjà parlé avant. Et le nombre maximal de biframe, même chose, on en a parlé avant sur le fait que je n'ai jamais vu de différence avec ça. Passons du coup au X264, si les personnes au final ne streament pas et ne font que record des vidéos, car record et en même temps live sur le Proco, ça sera impossible. À moins de sacrifier énormément la qualité de l'un ou de l'autre, ou de diminuer la qualité des deux. Ça, c'est à voir. Mais vraiment, si vous êtes en double PC, que vous voulez live et enregistrer en même temps, je vous conseille de live sur le Proco et d'enregistrer sur la carte graphique. Mais c'est le même principe. Ils peuvent mettre du 40 000, ils peuvent mettre du 50 000. C'est la même chose qu'avec la carte graphique. On peut appliquer. Alors, l'intervalle d'image clé, on peut toujours laisser à 0. Et ici, c'est la même chose qu'au final du côté streaming. C'est ultra fast, ça sera méga moche, placebo, ça sera le plus beau. Mais il faut que vous fassiez vos tests. Very fast, ça passe. Faster, ça passe. Fast, ça passe. Medium A, ça passe pas tout le temps, je reviens à fast. Même chose au final pour le profil, on met high. Et pour le réglage fin, là on n'est même pas obligé de mettre du 0 latency parce qu'on n'upload pas. On fait que record. Je n'ai jamais testé film, animation, il doit peut-être avoir un plus, mais je n'ai jamais testé, donc du coup je laisse aucun. Pour les options X264, encore une fois, je n'en ai jamais testé. Donc, je n'ai pas de choses à dire sur cela. Dans une prochaine vidéo, vous remarquerez qu'ici, on a 2, 3, 4, 5 qui sont disponibles. Et ça, vous ne vous y attendez pas. Vous ne vous attendez pas à ce que ça peut faire. Vraiment, pour du record, ou même pour live, avoir des lignes audio virtuelles, c'est incroyable. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. L'un des derniers éléments importants pour live, c'est le tampon de relecture. C'est pour savoir si jamais vous avez envie d'avoir la possibilité de clip ou non lorsque vous êtes en live ou que vous êtes en train de record. Donc si vous avez envie d'avoir cette possibilité de clip, je vous conseille du coup de l'activer. Ici, vous définissez combien de temps vous voulez enregistrer lorsque le tampon de relecture est lancé. C'est-à-dire par exemple 120 secondes, ça enregistrera les 2 dernières minutes avant que j'appuie sur le bouton. J'applique et à ce moment-là, je vous conseille de retourner dans Général et de cocher la case démarrer automatiquement le tampon de relecture lors d'un stream et garder le tampon de relecture actif lors de l'arrêt du stream. Ça vous permettra de garder le tampon de relecture actif lorsque vous streamez ou lorsque vous arrêtez de streamer. Le seul point négatif, et je pense qu'à un moment ils vont mettre ce putain de bouton que j'attends depuis des mois, qui est démarrer automatiquement le tampon de relecture lorsque je lance OBS. Parce que si jamais vous lancez juste OBS de côté et que vous jouez et que vous dites bon peut-être je ferai un petit clip etc. et que vous avez oublié de lancer votre tampon de relecture parce que c'est pas automatique, bah vous êtes ken. Parce que s'il n'y a pas le tampon de relecture actif qui est lancé etc. forcément il n'enregistre pas les 2 dernières minutes parce que c'est pas lancé. Donc il faut toujours penser à le lancer. Et vous rentrez dans raccourci clavier. Et au niveau de tampon de relecture, replay, buffer, sauvegarder la relecture, mettre le raccourci que vous désirez. Vous pouvez aussi mettre un raccourci pour démarrer et arrêter le tampon de relecture, pour vous simplifier la vie, sinon vous avez juste à cliquer ici sur démarrer le tampon de relecture. Pour savoir où ça va s'enregistrer, c'est très simple, le tampon de relecture ça suit le chemin de l'enregistrement. Ensuite, passons dans audio. Alors, maintenant c'est bien en 48 000, avant... De base, OBS, il mettait du 44 100 et on passe tous en 48 000 parce que c'est la base des USB et souvent on veut le meilleur au niveau fréquence d'échantillonnage pour avoir une meilleure qualité de son. Canaux stéréo, à moins que vous vouliez que sur vos streams ils entendent que en mono, ce serait quand même un peu con. Et le reste des canaux ne sont pas utilisés énormément, donc autant rester en stéréo qui est la norme actuellement. Alors audio du bureau, vous sélectionnez votre casque, etc. Et vous voyez petit teaser pour les lignes audio, votre casque, et puis pour votre micro, vous mettez votre micro, voilà, vous appliquez. Pour les mesures, là ça va encore dépendre de si jamais vous sentez, moi personnellement je mets lente. Type de relâche, le pic d'échantillon, je mets crête audio, c'est parce que
J'accorde beaucoup d'importance à la qualité audio d'un live ou de OBS ou d'un record. Et donc du coup, c'est ce que je juge plus important. Périphérique de monitoring audio, par défaut ça sera votre casque. Si vous mettez une autre ligne, ça sera entendu dans une autre ligne. Donc ce que ça implique forcément, c'est que si vous changez de ligne dans lequel est entendu le monitoring de OBS, c'est lorsque vous avez par exemple des alertes sur votre live, le son des alertes ne sortira plus dans le périphérique par défaut, mais dans le périphérique que vous aurez choisi. Par exemple, si vous avez une ligne audio virtuelle dans une autre ligne. On désactive toujours l'atténuation audio de Windows, de King. On n'a pas envie que Windows vienne nous faire chier avec notre son, à nous réduire du son, etc. etc. Donc on le laisse cocher forcément. Le push to mute, le push to talk, etc. Ça, c'est par rapport au désir de chacun, s'il faut un push to mute ou pas du tout. Dans vidéo. Alors là, ce qu'on va mettre du coup, c'est on veut, nous, c'est avoir des beaux enregistrements tout en pouvant live à une bonne qualité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir du 1920-1080 en résolution de base. À moins que vous ayez une résolution de base bizarre. Personnellement, je vous conseille toujours d'avoir une résolution native sur votre écran. Les stretch, on peut étirer à l'écran sur OBS, mais bon, commencez pas à live en stretch, quoi, ce serait moche. Ensuite, résolution de sortie, on veut garder du 1080. Ici, si jamais je mets 720p, par exemple, je mets 720p et après je lance mon record, ben le problème c'est que mon record il va sortir en 720p et il sortira pas en 1920-1080. Alors, pourquoi du coup tu mets pas 720p ici et après tu viens dans enregistrement et tu coches ici 1920-1080? Sauf que là c'est pas bon du tout, vous faites de l'upscaling, c'est-à-dire que vous avez un fichier de base en 720p et puis vous l'étirez pour que ça soit de la 1080p, sauf que c'est moche, c'est pas de la 1080p native, vous augmentez la résolution du fichier, donc c'est vraiment pas bon. On ne fait pas d'upscaling de ce type là. Le seul upscaling, si jamais vous êtes attentif dont j'ai parlé, c'est si jamais vous faites de la fausse 4K sur YouTube pour unlock les bitrates, c'est tout. Ensuite, le filtrage de mise à l'échelle, on le met en Lanczos, c'est le mieux. Quand vous faites du rescaling, là par exemple, dans mon live, je veux de la 720p, pour autant j'ai de la 1080p de base, ça permet d'avoir une meilleure netteté au niveau de votre rendu, car vous faites du rescale. Si vous vous dites, moi je ne compte pas enregistrer, je compte de toute façon n'avoir que du live. Et bien à ce moment-là, ce que vous pouvez faire si vous décidez de live en 720p, c'est vous pouvez très bien ici, vous mettre en 720p, appliquer, vous mettre en bicubique, ce sera un tout petit peu mieux, mais vraiment un tout petit peu. C'est une chose que j'ai entendue, moi je n'ai jamais vu cette différence, mais je vous partage le fait que j'ai pu l'entendre. Et dans sortie, vous pouvez décocher ça, car vous en avez plus besoin. Vous sortez de la 720p, donc forcément vous n'avez pas besoin de faire une mise à l'échelle pour la sortie, vu que c'est déjà en 720p. Par contre, si vous faites de l'enregistrement, ça sera de la 720p, forcément. Voilà, on recoche tout ça, on repasse en 1920-1080, on repasse en Lanczos, et ici, on va s'attarder sur quelque chose qui est très important si vous utilisez des périphériques du style appareil photo, du style Avermedia, Elgato, etc. Il faut savoir que c'est ici que vous allez choisir vos FPS de sortie. C'est-à-dire si vous voulez du 30 FPS ou du 60 FPS. La généralité des gens vont choisir 30 ou 60. Sauf que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Il faut choisir 59-94 ou 29-97. Pourquoi? Parce que quand vous faites de la recapture avec de l'appareil photo ou avec un Avermedia ou avec un Elgato, faut savoir que eux, c'est du 59-94. Et donc, si vous n'avez pas le même framerate entre les deux, ça peut créer du décalage audio. C'est pour ça qu'on met toujours 59-94 et 29-97. Au final, pour 0,06 FPS, est-ce que, même en single PC, est-ce qu'il est vraiment intéressant de mettre 60 et de risquer d'avoir du décalage audio qui se fait à un quelconque moment? Pour moi, tout le monde devrait mettre du 59-94 ou du 29-97. Et ne pas choisir 30 ou 60. Ce n'est au final que des chiffres qui font plaisir à la vue de l'homme. Et sur Twitch, même si vous mettez 59-94, ça apparaîtra comme étant du 60 FPS. Même si c'est 59-94. C'est juste une norme. Et je vous mettrai un lien en description qui explique un peu la différence entre les deux et qu'au final, quasiment l'intégralité des choses est en 59-94. C'est juste qu'ils mettent du 60 alors que c'est du 59-94. Uniquement pour faire plaisir aux yeux des gens. Parce que les gens n'aiment pas les trucs à 4 chiffres. Maintenant, je ne suis pas du tout un spécialiste de ça. Je sais que par contre, il faut mettre ces deux valeurs. Et on a quasiment fini, car dans raccourci ça sera individuel à chaque personne. Dans avancé, il ne faut pas jouer avec la priorité du processus, car on ne joue pas avec les priorités de processus sur Windows. Windows fait n'importe quoi avec les priorités de processus. C'est pas très intéressant de le mettre en haute ou en supérieur à la normale, ça ne sert à rien.
un point intéressant, si vous avez des problèmes ou quoi, etc., vous pouvez essayer de lancer OBS en admin. Maintenant, lancer une application en admin, ça, c'est à double tranchant. Car, bon, de 1, elle a tous les droits sur votre appareil, certes, mais c'est OBS, on s'en fout. Mais si vous lancez OBS en admin et que vous avez des raccourcis sur OBS, ça fonctionnera, même si vous êtes en jeu. Par contre, si vous lancez OBS en admin et que vous lancez votre Discord à côté, qui lui n'est pas en administrateur, et bien les raccourcis de Discord ne fonctionneront plus si vous n'êtes pas sur la fenêtre de Discord. Il faut que Discord soit aussi lancé en admin. Vous n'avez pas commencé à faire des Alt-Tab, cliquer sur Discord pour vous mute, alors que vous pouvez avoir des raccourcis. Donc si vous lancez OBS en admin, vous êtes obligé de lancer vos autres applications en admin. Les jeux, non, pas besoin. Les jeux Windows les focus, et donc du coup ça, non, vous n'avez pas besoin de les lancer en admin. Et ça fonctionnera tout autant, vos raccourcis sur OBS ou sur Discord. Mais il faut faire très attention à ça. Et surtout, quel est l'intérêt de ça? L'intérêt peut être double. Si vous avez encore du décalage son, le lancer en administrateur peut peut-être régler le problème. Et si vous avez des problèmes au niveau d'encodage en surcharge, etc., vous pouvez toujours tester de le lancer en administrateur. Je ne vous promets pas que ça va régler forcément ce problème-là. Vous devrez certainement soit réduire un peu vos bitrates, soit diminuer votre pré-réglage. Alors, les dernières choses à faire au final, c'est uniquement passer la gamme de couleurs en complète, si jamais vous la mettez complète aussi sur votre webcam. Pour le format de couleur, l'espace des couleurs YUV, il n'y a pas grand chose à modifier, vous pouvez toujours essayer certains paramètres mais ça ne vous changera pas énormément. Et l'avant-dernière chose à faire, c'est désactiver l'accélération matérielle de la source navigateur. Si après avoir désactivé l'accélération navigateur, vous remarquez que vous n'êtes plus capable de capturer Chrome, ça vient de là. Vous avez juste besoin de la réactiver, de relancer OBS et il recapturera Chrome ou tout autre navigateur. La dernière chose à faire, et c'est une chose relativement importante, ce sera la seule chose à faire au niveau du son aujourd'hui qui est importante, c'est de vous rendre sur vos audio bureaux, sur votre piste 1 en audio bureau, et de désactiver l'horodatage du périphérique. Pourquoi? Ça fait appel à l'horloge interne, soit de votre carte mère ou de votre Windows, et donc si vous êtes en double PC, et que d'un côté vous avez un PC qui a une heure, et l'autre à l'autre, et qui sont pas synchro, ça peut faire de la merde au niveau son, et ça peut créer du décalage. Ce truc-là, il faut tout le temps le désactiver, au final, ça ne sert à rien de le garder actif. Et ça ne s'active pas sur les autres pistes. Vous aurez beau mettre ce que vous voulez sur les autres pistes, ce n'est que sur l'audio du bureau que ça s'active, de base. Donc, attège. Les derniers conseils que je peux vous donner au niveau du setup de OBS quand vous faites des scènes ou quoi que ce soit, c'est de 1, pour tout ce qui est jeux vidéo, de toujours faire de la capture de jeu du jeu en question. Jamais faire de capture de fenêtre pour le jeu. Si vous êtes en double PC, c'est une question que vous vous posez pas parce que vous avez juste à mettre votre périphérique de capture qui est votre Avermedia ou votre Elgato. Je pense que pour aujourd'hui, on a fini dans les vidéos. À un moment, je prendrai le temps de vous expliquer comment agencer tout ce qui est scène, source, etc. pour avoir une certaine fluidité dans votre OBS, que ce soit au niveau de création de nouvelles scènes ou au niveau de création de scènes qui utilisent d'autres scènes. Ça peut être extrêmement bien pour, par exemple, tout ce qui est webcam. Si jamais vous avez un overlay de webcam avec par exemple vos subs, etc., etc., vous créez une nouvelle scène et que vous devez tout réimporter à chaque fois, c'est pas de couilles. Tandis que si je vous crée une scène webcam que vous mettez comme vous voulez dans votre scène webcam, après vous avez juste à importer votre scène dans une autre scène et vous avez votre webcam avec absolument tout. Et vous pouvez tout bouger et ça bouge tout d'un coup, quoi. C'est vraiment très très bien. Sinon ça peut fonctionner aussi par groupe, mais je préfère largement la technique des scènes. Alors, ça referme la vidéo discussion autour de OBS, setup de OBS, etc. Il faut savoir que je ne me considère absolument pas comme un spécialiste de OBS qui connaît absolument tout du logiciel. J'ai peut-être fait des erreurs et je ne suis absolument pas contre le fait de discuter avec des gens de ces erreurs, ou pas ça de discuter mon point de vue, etc. Tant que c'est bien fait, et tant que personne ne manque de respect à personne, que chacun ait son temps de parole, etc., etc. N'hésitez pas aussi à regarder la description de la vidéo, car il y aura énormément d'articles ou de liens internet qui parlent des différents paramètres de OBS, ainsi que leur importance ou leur incidence. Car si je parle absolument de tout en vidéo, on est parti pour une vidéo qui fait au moins 4 heures ou 5 heures. Et Bibi, il a la flemme un peu. Concernant les personnes qui peuvent avoir besoin d'aide, vous pouvez me contacter sur plusieurs plateformes. Tout d'abord, vous pouvez aussi demander de l'aide sous la vidéo en commentaire et je tâcherai d'y répondre le plus rapidement possible. Ensuite, Twitter, où vous pouvez me arrobase en expliquant votre problème. Alors, ça ne sert à rien de me MP sur Twitter ou de me MP sur Discord
ou de mes MP sur Twitch. De 1, je ne les lis pas, et de 2, je ne réponds qu'à mes potes sur cela. Malgré ça, j'ai pas forcément envie de fermer mes MP, quoi. Donc, vous pouvez me arrobas sur Twitter. J'ai du coup créé un Discord qui est orienté vers le son, vers OBS, tout ce qui est aide par rapport à tout ça. Le lien sera en description et vous pouvez le rejoindre, poser vos questions, expliquer votre problème ou je ne sais pas, si jamais vous y connaissez, venir en aide aux gens qui passeront par ce Discord. Après tout, vous pouvez aussi certainement me trouver sur le Discord de la Hanga TV pour l'instant. Et la dernière chose que je pourrais mettre en place, c'est des lives où j'aiderai les gens, que ce soit avec OBS, que ce soit avec le son, s'ils ont des problèmes de son, ou même des problèmes de PC, on ne sait jamais. Je m'y connais un peu en informatique, alors j'ai pas la présomption de dire que je suis un spécialiste de l'informatique. Non, je pense que on peut dire l'équivalent d'un médecin généraliste. C'est-à-dire que je connais les choses dans leur globalité, et s'il y a besoin, je peux retransférer vers un spécialiste. Mais bon, la plupart des problèmes, je leur trouve une solution. Par rapport au live Twitch, l'autre chose à dire aussi, c'est que il m'arrive de jouer avec mes potes et d'être en live. Bon, c'est très rare, mais ça arrive. À ce moment-là, ça ne sert à rien de me demander de l'aide dans le chat. Il y a des moments où il y aura des lives d'aide, d'autres moments où j'ai juste envie de me détendre, de profiter avec des potes, et ça ne servira à rien de spam dans le chat, vous risquerez juste d'être temp mute si vous continuez d'être ban. En espérant que la vidéo vous y ait plu, que vous ayez découvert de nouvelles choses sur OBS Studio. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez apprécié ce contenu ou si vous voulez aider des potes. Il y a 2 autres vidéos qui sortiront sur le paramétrage global de OBS où là ça ne sera que moi qui clique sur les paramètres pour tout mettre. Je me suis dit que c'était plus intéressant de créer 2 types de vidéos. Une vidéo où, comme celle-ci, on prend énormément de temps pour expliquer quasiment tous les paramètres et donner leur importance dans le logiciel, et un autre style de vidéo qui va plutôt attirer les gens qui ont juste envie de savoir où il faut cliquer, qu'est-ce qu'il faut mettre, etc. sans forcément avoir les explications, juste parce qu'ils vous font confiance. Pour ceux qui se le demandent, je suis de plus en plus mort à la fin de la vidéo parce que ça fait un peu 7 heures que je tourne et monte en même temps. Plus adapté, comme ça je peux reprendre mes mots immédiatement, si jamais je vois des erreurs, etc. Donc voilà pourquoi on peut penser que je suis un zombie vers la fin. Et je pense que c'est tout. A plus sous le bus.